Il est 23 h à Abidjan. Bienvenue dans cette dernière heure de l'information. Tout de suite, les titres. Le 30e sommet de l'Union africaine a pris fin ce lundi matin à Addis Abeba. Pendant 2 jours, chefs d'État et de gouvernement ont planché sur des questions liées à la corruption et à la réforme de l'institution. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est rentré hier de mission après une semaine à l'étranger. Le chef du gouvernement était à Davos, en Suisse, pour le Forum économique mondial, ensuite en France. Affaire Ya Touré, la justice suspend les poursuites arrêtées dimanche soir et déférées ce lundi au parquet du tribunal de première instance d'Abidjan pour violence sur un agent de police en fonction. La procédure de justice lancée contre le député de Diokoué sous-préfecture a été suspendue. Voilà, je vous le disais tantôt, le chef de l'État était récemment en Éthiopie. Le président Alassane Ouattara a quitté donc l'Éthiopie où il était pour prendre part au 30e sommet de l'Union africaine. Le président de la République est parti d'Addis Abeba à Paris, en France. Notez qu'en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le chef de l'État a pris part au sommet extraordinaire de la CEDEAO. Le 30e sommet de l'Union africaine a donc pris fin ce lundi matin à Addis Abeba. Pendant 2 jours, chefs d'État et de gouvernement ont planché sur des questions liées à la corruption, mais également à la réforme de l'institution. On fait le point avec Awa Touré. La réforme en profondeur de l'Union africaine est l'un des points centraux abordés par les chefs d'État et de gouvernement du continent lors de ce 30e sommet. Réforme conduite depuis 2016 par le président rwandais Paul Kagame, actuel président en exercice de l'Union africaine. Il s'agit principalement de rationaliser le champ d'action de l'Union, réajuster les institutions en améliorant la division des tâches et l'autofinancement de l'organisation continentale. Ce fut un très bon sommet, un sommet qui a permis de dire des choses importante au niveau de la conception de l'exercice du pouvoir en Afrique et de tout faire pour que l'Union africaine puisse se prendre en charge. Je trouve que le point essentiel du sommet a été la question du financement de l'Union africaine. Et à ce titre, nous avons décidé que 0,2% des importations éligibles serait reversé à l'Union africaine, ce qui permettra à l'Union africaine de pouvoir financer totalement son budget de fonctionnement et de faire une contribution également au budget de maintien de la paix. En deuxième lieu, bien évidemment, nous avons pu arrêter notre décision de désigner le président Kagame comme nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État, en remplacement du président Alpha Condé. Et au président Alpha Condé, nous avons été unanimes à lui rendre hommage pour l'important travail qu'il a fait. Il a dévoué tout son temps pendant ces 12 derniers mois au bon fonctionnement de notre union. Il a dit des choses que nous partageons. Il a relevé la nécessité pour l'Afrique de faire preuve de dignité dans nos gestions, dans nos comportements. Et nous sommes très heureux de ce qui s'est passé en ce qui concerne son mandat. Nous sommes confiants qu'avec le président Kagame, et bien sûr l'Union africaine est en de très bonnes mains. Le thème central du sommet était également la question de la corruption. Combattre la corruption, vaincre la corruption pour pouvoir amener le continent à une meilleure gouvernance. Et cela a été présenté par le président Bouhari, dont tout le monde connaît la détermination en ce qui concerne le combat contre la corruption. En marge du sommet de l'Union africaine, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est incliné sur la tombe de l'ancien premier ministre éthiopien, Meles Zenawi. J'ai visité le mausolée du premier ministre Meles Zenawi, qui a été un grand ami à moi et un grand réformateur, et je dois dire le bâtisseur de l'Éthiopie moderne. Né le 9 mai 1955, Meles Zenawi
est mort le 20 août 2012. Il a dirigé l'Éthiopie de 1995 à 2012. Ici en Côte d'Ivoire, l'actualité est marquée par des festivités marquant la commémoration du 25e anniversaire du décès du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Une messe d'action de grâce a justement été dite à l'occasion, messe à laquelle participaient la famille et les personnalités politiques avec à leur tête le vice-président de la République, Daniel Kablandenko. Basilique Notre-Dame de la Paix. C'est dans ce sanctuaire qu'autorités politiques, anciens collaborateurs de feu Félix Houphouët-Boigny, sa famille et une délégation du RHDP se sont retrouvés pour prier, honorer la mémoire du bâtisseur. Le choix du lieu de célébration de la messe à l'occasion du 25e anniversaire de décès de Félix Houphouët-Boigny est très significatif. Artisan de paix, Félix Houphouët-Boigny, qui a fait de cette vertu une seconde religion, aimait à prier dans ce sanctuaire qu'il a lui-même bâti. L'homélie du jour s'est appesantie sur la vie et l'espérance. Et la prière de tous ceux qui se retrouvent ici au moment de cette célébration est d'implorer la grâce divine et réaffirmer la foi en la résurrection des morts telle que nous l'enseignent les Saintes Écritures. Donc il fallait venir ici, être avec les recteurs et toute l'équipe pour prier donc le Seigneur, de manière à ce que la paix qui a été retrouvée au niveau de la Côte d'Ivoire continue. Parce qu'il ne peut pas avoir de développement sans paix, et qui est l'entente d'abord au niveau des fils et filles donc, de la Côte d'Ivoire, et aussi l'entente au niveau de la sous-région, et pourquoi pas donc en Afrique et dans le monde. Cette célébration eucharistique est l'une des articulations des activités marquant le lancement des commémorations de l'année Félix Houphouët-Boigny, débutée le samedi dernier. Un événement prévu sur toute l'année 2018, avec pour objectif de valoriser la philosophie, les œuvres du père de la Côte d'Ivoire indépendante. Et le reportage est signé Sidonie Davila. On poursuit en images avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui est rentré hier de mission après une semaine passée à l'étranger. Le chef du gouvernement était à Davos, en Suisse, pour le Forum économique mondial. Ensuite, en France, au Forum de Davos, notez que Amadou Gon Coulibaly a pris part à un panel consacré à l'amélioration de l'accès à l'énergie en Afrique. Il a également multiplié les rencontres à Davos, tout comme à Paris, où il a échangé avec son homologue français, Édouard Philippe. Affaire Yaya Touré, la justice suspend les poursuites arrêtées dimanche soir et déférées ce lundi au parquet du tribunal de première instance d'Abidjan pour violence sur un agent de police en fonction. La procédure de justice lancée contre le député de Diokwe sous-préfecture a été tout simplement suspendue à la demande du bureau de l'Assemblée nationale. Gabriel Zani. L'affaire police nationale contre Toureya Bagoyo, débutée le dimanche 28 janvier, a connu son dénouement ce lundi en début d'après-midi. Mais une procédure judiciaire avait été engagée par le parquet pour entendre la victime et le mise en cause devant le tribunal. Le vendredi 26 janvier 2018, aux environs de 19h, pendant qu'elle régulait la circulation à hauteur du collège André Malraux, à la Riviera, le sergent-chef de police, Kwame Ayakan, essuyait une puissante gifle administrée par le député de Diokwe sous-préfecture, l'honorable Toureya, après que ce dernier ait refusé de se soumettre à ses injonctions. La population, qui avait suivi la scène, s'est alors ruée sur le parlementaire et a manqué de le lyncher, n'eût été la prompte réaction des éléments du commissariat de police du 30e arrondissement. Une procédure de flagrant délit a été ouverte contre lui pour les faits de violence et voies de fait et outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Le bureau de l'Assemblée nationale a requis la suspension de la procédure engagée. Pour le procureur de la République, cette demande de suspension est recevable. Effectivement, je viens de recevoir il y a quelques instants la correspondance du bureau de l'Assemblée nationale et de l'Assemblée nationale qui requiert la suspension des poursuites. Évidemment, nous sommes légalistes. Nous n'allons pas aller au-delà. Donc, nous allons être obligés de suspendre les poursuites à l'encontre de ces députés. Ça, c'est la loi qui le demande. Nous n'irons pas au-delà de la loi. C'est dans la mi-journée de ce lundi que le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni à l'effet d'examiner
et de donner sa position sur cette affaire opposant Kwame Ayakan, la policière, au député Toureya. Pour les députés, le traitement infligé à l'un de leurs est incompréhensible. Les mesures ont été prises pour la relaxe de Toureya en vacances parlementaires depuis le 31 décembre 2017. Mais la procédure judiciaire engagée à son encontre n'est que suspendue, elle n'est pas annulée. Voilà de quoi se poser des questions, l'immunité parlementaire et ses limites, on en parle justement. Que dit la loi ivoirienne? Élément de réponse avec Gabriel Zani. On ne peut pas poursuivre un député pour une opinion émise au cours d'un vote ou à l'occasion de ses fonctions. Mais le député qui commet une infraction de droit commun en dehors de ses fonctions, il peut être arrêté. Une procédure judiciaire contre un député est possible. Le procureur de la République, Adou Richard, explique les cas dans lesquels l'immunité parlementaire, ce parapluie du député, ne le couvre plus. Et il y a lieu de préciser qu'au terme de l'article 92 de la Constitution, le député ne peut être arrêté et poursuivi sans l'autorisation du Parlement qu'en cas de flagrant délit. Dans le cas d'espèce, il s'agit bien d'un cas de flagrant délit, dans la mesure où les faits qui ont été commis l'ont été devant tout le monde. Le mis en cause a été poursuivi par la clameur publique qui a manqué de le lyncher. Donc, il est clair qu'on se trouve dans un cas de flagrant délit. La seule hypothèse où le député peut être arrêté et poursuivi sans l'autorisation donc de ses pairs. En dépit des circonstances de levée d'immunité décrites dans la Constitution, les parlementaires considèrent le traitement d'un des leurs comme une violation de leurs droits. On change complètement de sujet à présent. Deuxième phase d'identification des abonnés des services de technologie de l'information et de la communication. 4 mois après le lancement, l'heure est au bilan et le ministre de la Communication, de l'Économie et de la Poste, économie numérique s'entend, et de la Poste, a pour ce faire entrepris ce lundi une visite dans les agences des 3 opérateurs de téléphonie mobile. Bilan faible, a annoncé Bruno Koné, et c'est avec Cheikh Koné qu'on en parle. Muni de son passeport biométrique comme un client ordinaire, Bruno Koné se rend au plateau à l'agence principale de l'opérateur Move Côte d'Ivoire. En moins de 5 minutes, le ministre en charge de la communication, de l'économie numérique et de la Poste achève sa procédure de réidentification. Après le plateau, cap sur la commune de Makori, notre abonné du jour se fait réidentifier dans les agences MTN et Orange. Même process, même simplicité. Par ce geste, Bruno Koné a voulu ainsi donner un coup d'accélérateur à la seconde phase d'identification des abonnés mobiles, qui connaît depuis son lancement un faible engouement. Concernant l'avancement du processus, il a été noté que le nombre d'abonnés identifiés, conformément au décret du 22 mars 2017, représente, selon les opérateurs, entre 7% et 40%. 37% et 40%, ce qui est, vous en convenez, très faible. Surtout que nous ne sommes plus qu'à 2 mois de la fin de cette opération. Et à ce jour, il n'y a aucune raison que ce délai-là soit prorogé. Alors, plus que 2 mois au retardataire pour se faire identifier, au risque de ne pouvoir plus émettre d'appel au lendemain de la date butoir de la campagne d'identification. Prévue pour durer 6 mois, cette nouvelle campagne expire le 31 mars 2018. Elle concerne tous les abonnés mobiles déjà identifiés en 2012 et tous les utilisateurs de cybercafé. La Côte d'Ivoire détient l'un des marchés de téléphonie les plus dynamiques de l'Afrique subsaharienne, avec un pack d'un peu plus de 30 millions d'abonnés mobiles, 17 millions d'abonnés Internet et 10 millions d'abonnés Mobile Money. Désormais, un identifiant unique et une carte d'étudiant multiservice pour les étudiants des universités et des grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Il est question d'assurer le suivi du parcours de chaque étudiant. L'opération a été lancée ce lundi par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bakayoko Ly Ramata. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, amphithéâtre A. Les étudiants du public et du privé ont effectué nombreux de déplacements. L'idée est de participer à l'opération de l'attribution de l'identifiant permanent et la remise de cartes d'étudiants multiservices.
Une opération pour connaître le nombre exact des étudiants en temps réel dans chaque université publique et privée. Pour la ministre Ramatali Bakayoko, cette nouvelle réforme inaugure l'ère de la modernisation et favorisera l'amélioration du système de formation au bénéfice des étudiants. L'identifiant et la carte multiservice permettront aux établissements d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire de respirer désormais l'ère de notre temps, le temps du numérique, le temps de la mobilité, qui est une possibilité offerte par la réforme licence master doctorat. Ils permettront également le suivi personnalisé du parcours de chaque étudiant. Cette carte, qui est la même au niveau national, est une carte visa internationale qui développera pour les étudiants un ensemble de services. La nouvelle carte estudiantine possède des caractéristiques particulières. Nous avons développé un ensemble de services autour de cette carte, donc qui permettra par exemple à l'étudiant de recevoir du soutien familial sur ces cartes, d'utiliser la carte pour faire des achats, par exemple de cours en ligne, d'utiliser cette carte comme une carte de transport, pour le transport en commun, d'utiliser cette carte pour avoir accès, n'est-ce pas, à la bibliothèque numérique, aux ressources numériques qui vont être mises à disposition de l'ensemble des étudiants. C'est par des chants que les étudiants ont salué cette idée. Cette carte va nous permettre d'avoir de nombreux avantages. Elle va nous faciliter l'accès au campus et à bien d'autres choses qui vont nous servir durant notre année universitaire. L'opération de l'identifiant permanent et la carte d'étudiants multiservices vise à permettre aux différentes universités de mieux évaluer l'efficacité du système éducatif. Voilà, David Soyo et Patricia Homouetia signaient ce reportage. Avec Grace Kando, on parle environnement à présent, précisément des enjeux de la deuxième conférence des parties, COP2 de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux. Pour en parler, 25 ministres africains en charge des questions environnementales seront à Abidjan, ce du 30 janvier au 1er février prochain. L'Afrique est la destination finale de certains déchets dangereux des entreprises occidentales, selon des experts de l'environnement. Cette situation constitue une menace pour l'environnement et la santé des populations. Pour protéger le continent contre le déversement et le trafic illicite des déchets dangereux, les pays africains ont adopté la Convention de Bamako en 1991 au cours de la conférence des ministres de l'Environnement. La mesure est entrée en vigueur en 1998. 25 pays sur les 54 à ce jour l'ont ratifiée. Nous sommes dans un processus d'amener tous les pays à ratifier cette convention parce que c'est une convention qui va permettre à l'Afrique d'être un continent sans pollution, c'est-à-dire sans être contaminé par les déchets toxiques venant d'autres pays. Ce que nous avons vécu comme catastrophe avec les déchets toxiques de 2006 pour Bokwala, et les autorités ivoiriennes ont décidé de ne plus jamais recevoir ce genre de déchets. Donc plus jamais ça, et plus jamais ça passe par un engagement vraiment déterminé à interdire tout type de déchets ou toute substance chimique dangereuse sur le territoire ivoirien. Et la Côte d'Ivoire, qui a bien entendu ratifié la Convention de Bamako, est en avant. Et c'est pour cela que nous disons que c'est une opportunité pour la Côte d'Ivoire d'abriter cette convention. La deuxième conférence des parties s'ouvre demain 30 janvier à Abidjan. Une occasion pour les ministres africains de l'environnement de plancher sur les avancées de la Convention de Bamako. Depuis sa mise en vigueur en 1998, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, en ce sens que cette convention n'a pas encore un secrétariat. Au sorti de cette COP, je pense que la Convention de Bamako sera dotée d'un secrétariat technique, aura toutes les articulations dignes d'une convention internationale et aussi aura des experts désignés, des points focaux désignés dans l'ensemble des pays sur le continent africain pour pouvoir véritablement mettre en œuvre ou surveiller les mouvements transfrontaliers en ce qui concerne les déchets toxiques ou les substances néfastes. Pendant 3 jours, experts et ministres de l'Environnement vont également arrêter un plan de travail pour la période 2018-2020. Un mécanisme de financement portant sur la gestion des déchets dangereux sera défini par les ministres.
On fait à présent un petit tour à l'intérieur du pays, escale à Séguéla, Lakota et Gueyo, où la direction du Rassemblement des Républicains a rencontré récemment les militants. Une mission d'information et de sensibilisation, c'est ce que nous dit Abou Sanogo. Séguéla, centre culturel Mademé. Ce sont des militants du RDA du Ourodougou, mobilisés qui ont reçu la délégation conduite par Aboubakari Sissé, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, dans le cadre d'une mission d'information et de sensibilisation. À cette occasion, le chef de délégation a invité les militants du Ourodougou à continuer à entretenir la flamme militante afin de permettre à leur parti de relever les défis du futur. Sissé Aboubakari les a donc mis en ordre de bataille pour faire le maximum de nouveaux électeurs sur la nouvelle liste électorale, non sans les exhorter à continuer de faire confiance au président de la République, Alassane Ouattara. La nouvelle équipe vise à rendre le parti le plus opérationnel possible, le plus proactif possible, le plus proche des militants. En témoigne sa méthode de travail. 2 réunions mensuelles pour les vice-présidents et une réunion hebdomadaire pour les secrétaires généraux adjoints. Le RDR est en marche. Amara Sanogo, cadre du Rassemblement des Républicains, a lui conduit la délégation de son parti dans la localité de Gueyo, située à 54 km de la ville de Gagnoua. Mission qui se situe dans le droit fil de la dynamique de remobilisation des militants décidée au terme du 3e congrès du parti en septembre 2017. Amara Sanogo a donc présenté les enjeux électoraux de 2018 aux militants de Gueyo. Il s'agit notamment des élections locales et sénatoriales. Le RDR nouveau est en marche ici et la mobilisation des militants nous le prouve. Je ne suis pas satisfait. Ils ont posé également des doléances qui seront portées au niveau de notre haute direction. Quant aux militants du RDA de la région du Lodj-du-Bois, précisément ceux de la ville de Lakota, ils ont accueilli avec enthousiasme l'émissaire du RDA dans leur région, venu leur apporter un message de cohésion et de remobilisation. Abdoulaye Kouyaté, accompagné d'une forte délégation composée de hauts cadres du Rassemblement des Républicains, a su trouver les mots nécessaires pour entretenir les militants et sympathisants autour des grands enjeux futurs déterminants, à savoir l'occupation de l'espace politique et l'amplification de la formation des militants. Nous partons de cette mission-là très satisfaits avec une bonne mobilisation. À l'issue de ces différentes missions d'information et de remobilisation, les militants des départements visités ont promis de se mettre en ordre de bataille pour les échéances électorales futures et l'union autour de la coalition RHDP. Les villes de Kaniasso et de Odiéné ont également reçu une délégation du Rassemblement des Républicains. Objectif visé, mobiliser les militants en vue des prochaines échéances. Léa Kwame, Kwasi Mamadou. Pour cette énième rencontre avec les envoyés de la direction du parti, les militants du RDR du Kabadougou sont sortis nombreux. Une mobilisation pour traduire leur attachement aux idéaux du Rassemblement des Républicains. C'est dans une communion totale que ces militants, pour la plupart des responsables des sections de base, ont communié avec la délégation conduite par Gaussou Touré. Au centre des discussions, les prochaines élections municipales, régionales et sénatoriales. Gaussou Touré a appelé les militants du Rassemblement des Républicains à rester mobilisés pour ces prochaines élections en vue de la victoire des candidats issus de leur rang. Et cette mobilisation se traduira selon lui par une appropriation de l'opération de la révision de la liste électorale. Gaussou Touré a par la suite demandé aux militants de sillonner tous les villages et hameaux pour sensibiliser la population en vue de leur participation à cette opération qui sera lancée dans quelques jours sur tout le territoire national. L'envoyé du parti et ses camarades ont fait le point de la gestion du pouvoir du président Alassane Ouattara avant d'appeler la population à soutenir les efforts de développement et de paix engagés par le président de la République, Alassane Ouattara. À l'étape de Kaniasso, toujours dans le district de Denguélé, le docteur Ite Wengbe, conseiller spécial du secrétaire général du RDR qui conduisait la délégation a appelé les militants à l'union et à la solidarité pour un RDR plus fort. L'envoyé du parti a exhorté ses camarades militants à rester mobilisés pour participer massivement aux échéances électorales à venir. Dr Ite Wengbe a invité également les militants à s'impliquer dans la révision de la liste électorale et expliqué l'importance de faire inscrire les nouveaux majeurs sur le listing électoral pour donner le maximum de voix aux candidats que le parti va retenir à Kaniasso. Les militants du Rassemblement des Républicains de Kaniasso ont rassuré les envoyés de la direction du parti de leur engagement à relever tous les défis pour accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, dans la mise en œuvre de sa politique de développement.
Fin des dépôts de candidature pour la présidentielle de mars prochain en Égypte. Manifestation contre la pénurie d'eau en Afrique du Sud. En France, la scène qui atteint son pic. On fait le tour de l'actualité internationale avec Michel Degré. Fin des dépôts de candidature pour la présidentielle en Égypte. Les prétendants sérieux, hors course, le scrutin du 26 mars prochain pourrait être une formalité pour Abdel Fattah al-Sisi. Dimanche soir, 5 personnalités égyptiennes ont appelé au boycott du scrutin, accusant le régime d'empêcher toute compétition loyale. Manifestation contre les coupures d'eau dans la métropole sud-africaine du Cap. D'ici au 12 avril, les robinets pourraient être à sec et les habitants contraints de faire la queue pour recevoir leur ration quotidienne d'eau, et ce sous la protection de la police. Le niveau d'eau dans les barrages, première source d'approvisionnement de la mégalopole de 4 millions d'habitants, est dramatiquement bas. À Paris, la Seine a atteint son pic de crue lundi et la décrue s'annonce lente, avec pour les riverains des conséquences qui pourraient se faire ressentir plusieurs jours. Au total, 1500 personnes ont dû quitter leur logement en Île-de-France. Des milliers de foyers restaient aussi privés d'électricité, essentiellement dans l'est de la région parisienne. Du sport pour terminer, Assemblée générale extraordinaire de l'ASEC Mimosa. Hier dimanche, à la Bourse du Travail, d'importantes décisions ont été prises. C'est ce que nous disent Jean-Sylvain Esso et Bédi Bonfils. Cinq points d'échange étaient à l'ordre du jour. La modification des statuts du club, la présentation du nouveau conseil d'administration, la révision du cadre juridique du Comité national d'action et de coordination Sénaco, la présentation de la nouvelle charte du Sénaco et la validation du règlement intérieur de l'amicale des anciens footballeurs et autres athlètes de l'ASEC Mimosa. Concernant la modification des statuts, l'article 7 a été touché. À partir de la date du 28 janvier 2018, le collectif des membres actifs doit être composé de 2 personnes minimum et de 50 au maximum. S'agissant du nouveau conseil d'administration, Maître Roger Wogné, le président du conseil d'administration du club, a annoncé les départs volontaires de messieurs Léonce Yassé et Sanogo Chérif. Seul Yaobla a fait sa rentrée. Au total, 18 membres figurent dans le conseil d'administration. Au titre de la révision du cadre juridique du Sénaco, 5 actionnaires ayant participé au comité de la rélecture du cadre juridique ont été décorés par le PCA à l'ordre du mérite de l'ASEC Mimosa. Abordant la présentation de la charte éthique du Sénaco, Romain Yao, l'investigateur de cette charte, a fortement été salué par le patron de Solbeni. Il n'a pas hésité à le nommer membre d'honneur. Enfin, le PCA a demandé aux athlètes du club, jeunes et anciens, à rejoindre l'AAFAM tout en leur observant le respect du règlement intérieur. Voilà, et le compte-rendu de nos reporters a été commenté par Aude Alébé. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur nos antennes.